Salut les cinéphiles. Le film démarre sur les chapeaux de roue. Richard s'arrête dans un magasin de disques pour vendre un vinyle. Malheureusement, le vendeur semble peu intéressé par cette relique du passé. Mais Richard, toujours perspicace, lui fait remarquer que dans une ville universitaire, ce genre d'article pourrait se vendre comme des petits pains. C'est alors qu'un véhicule suspect attire l'attention de notre héros. En quelques secondes, la situation dégénère. Une collision brutale avec une autre voiture, puis des hommes armés qui kidnappent un adolescent. Sans hésiter, Jacques tente d'intervenir. Les coups de feu pleuvent dans sa direction. Mais Richard, calme comme toujours, attend le moment parfait pour riposter. D'une précision chirurgicale, il neutralise l'assaillant et secourt le jeune otage. Il faut partir maintenant, ordonne-t-il. Les renforts vont arriver. Au même moment, un homme se précipite vers eux. Richard fait feu, pour découvrir avec horreur qu'il vient d'abattre un agent fédéral. La situation vient de prendre un tournant dramatique. Il s'échappe de justesse alors que les sirènes de police retentissent déjà dans leur dos. Une fois à l'abri, Richard annonce qu'il doit disparaître. Arme non déclarée, agent tué, sa situation est catastrophique. Mais le jeune garçon le supplie. « Mon père peut vous aider. » Intrigué, Richard demande son nom. « Richard Beck », répond l'adolescent. Après une longue discussion, Richard cède et accepte de suivre Richard jusqu'à la demeure familiale. À l'entrée, un garde du corps peu commode insiste pour fouiller Richard, qui refuse catégoriquement jusqu'à ce que Richard le convainque de coopérer. À l'intérieur, Richard présente Richard à sa famille et au chef de la sécurité, un certain Chapman. Puis vient la rencontre avec Zachary Beck, le père de Richard. Les deux hommes échangent quelques civilités. Zachary offre un verre à Richard pour le remercier d'avoir sauvé son fils, mais notre héros décline poliment. Pendant leur discussion, Zachary demande des détails sur l'incident. Sans détour, Richard lui explique que l'homme chargé de protéger Richard était totalement incompétent, incapable d'anticiper une attaque pourtant évidente. Richard expose clairement ses besoins, un endroit où se faire oublier quelques jours et de l'argent pour se procurer une nouvelle identité. Bien que Zachary reconnaisse la difficulté de la demande, il se sent redevable envers le sauveur de son fils. Au moment de partir, Richard saisit fermement le verre qu'on lui avait proposé, laissant délibérément ses empreintes. « Pour vos vérifications », lance-t-il à Zachary, qui tente de s'excuser. « N'oubliez pas qui a sauvé votre fils », lui rappelle froidement Richard. Plus tard, Richard retrouve Richard dans sa chambre. Surpris que Zachary n'ait pas vérifié l'état de son fils, Richard lui assure qu'ils se sont parlé au téléphone. Leur conversation est interrompue. Zachary demande à voir Richard de toute urgence. La nouvelle tombe. Richard fait la une des journaux. Le vendeur de disques a fourni une description détaillée à la police. Heureusement, cette description pourrait correspondre à n'importe quel linebacker. Personne ne sait vraiment qui est Richard. Zachary révèle également qu'ils ont mené leur propre enquête sur lui et sont impressionnés par ce qu'ils ont découvert. La tension monte d'un cran quand Zachary fait déposer une arme sur la table et ordonne à son homme de main d'engager une partie de roulette russe. Mais Richard refuse catégoriquement de jouer à ce jeu qu'il considère illégal. Zachary, avec un sourire en coin, lui explique qu'il a besoin de voir si Richard est capable d'obéir aux ordres. Finalement, notre héros saisit l'arme et appuie sur la détente non pas une, mais 4 fois. Zachary, visiblement impressionné, récupère rapidement le pistolet avant d'accueillir officiellement Richard dans l'équipe. En quittant la pièce, Richard demande à Chapman Duke, le chef de la sécurité, de lui rendre son arme. Face au refus de ce dernier, Richard lance avec assurance qu'il n'est pas fou et qu'il savait pertinemment que le revolver n'était pas chargé. À sa grande stupéfaction, Duke lui prouve immédiatement le contraire, l'arme était bel et bien chargée. Plus tard, on escorte Richard jusqu'à sa chambre. À peine seul, il inspecte minutieusement la pièce à la recherche de caméras cachées. Rassuré de n'en trouver aucune, il sort un téléphone dissimulé dans sa chaussure et passe un appel mystérieux, confirmant qu'il est sur place. Flashback. Quelques jours plus tôt, Richard, assis au bord de la route, repère un jeune garçon sur le point de commettre un vol. Il intervient, dissuade l'enfant et lui donne même de l'argent en l'encourageant à trouver un vrai travail. C'est alors qu'il découvre un homme inanimé dans la rue, qu'il croit mort. Sans perdre une seconde, il contacte les enquêteurs spéciaux du CENT-10e et demande à parler au commandant. On l'informe que le major Turner n'est pas disponible. Insistant, il demande qu'elle le rappelle dès que possible, mais l'officier lui annonce qu'elle ne sera pas joignable avant 2 semaines. Richard confie alors à l'officier une mission de recherche sur une personne. Cette nuit-là, alors que Richard est chez lui, quelqu'un frappe à sa porte, prétendant être un agent fédéral. Par réflexe, il s'échappe par la fenêtre, mais tombe nez à nez avec Suzanne Duffy qui l'attendait. Une longue conversation s'ensuit concernant une enquête fédérale sur une entreprise d'importation de tapis appelée Bizarre Bazar. La DEA soupçonne que des tapis ne sont pas les seuls produits importés aux États-Unis. On montre alors à Richard une photo de Zachary Beck, lui demandant s'il le connaît. Il nie toute connaissance, mais les agents insistent pour obtenir son aide. Avant d'accepter, Richard leur demande de retrouver quelqu'un. Quelques jours plus tard, ils reviennent avec les informations demandées. Il s'agit de Xavier
localiser Quinn, un ancien officier corrompu des renseignements militaires impliqué dans des affaires très louches. Quinn aurait été abattu d'une balle dans la tête et jeté d'une falaise dans la mer, mais aurait miraculeusement survécu. Maintenant, il travaillerait avec Zachary Beck et sa société Bizarre Bazar. Lors d'une conversation privée, Suzanne révèle à Richer qu'elle a envoyé Teresa Daniels, une agente très appréciée, en mission d'infiltration dans l'organisation de Beck pour découvrir ce qu'il importait et exportait réellement. Depuis, plus aucune nouvelle d'elle. Duffy, désormais en marge du système, est prête à utiliser Richer de manière non officielle pour s'infiltrer, retrouver Teresa et, si possible, localiser Quinn. Le plan est machiavélique, orchestrer l'enlèvement de Richard pour permettre à Richer de devenir le héros et ainsi s'infiltrer chez Beck. Au fil des jours, l'équipe peaufine ce plan parfait. Steven accepte de jouer le rôle du tireur, s'entraînant à rendre la scène crédible avec de fausses balles. Même le meurtre d'un policier fait partie du plan pour écarter toute idée de signaler l'enlèvement aux autorités. De retour au présent, Richer promet à Suzanne d'explorer les lieux à la recherche d'indices suspects. Quand tout le monde dort, à minuit, il poursuit sa mission en passant par le toit. Il retourne dans le bâtiment où s'était déroulée la partie de roulette russe pour approfondir ses investigations. C'est là qu'il découvre une structure souterraine avec de la nourriture fraîche. Il appelle immédiatement Suzanne pour l'informer que Teresa n'est plus dans le bâtiment. Elle a été déplacée. Pendant ce temps, Suzanne approche discrètement le garde du corps de Zachary, celui-là même qui était chargé de veiller sur Richard. Suzanne interroge furieusement le garde du corps au sujet de Teresa, mais GMO intervient rapidement, l'exhortant à garder son calme. Pendant ce temps, Richer regagne sa chambre quand soudain, il surprend une conversation entre Duke, le chef de la sécurité de Beck, et un mystérieux interlocuteur. Alerté, Richer accélère le pas et, plutôt que d'emprunter le couloir, escalade la façade extérieure pour rejoindre sa chambre. Chapman, après avoir frappé à la porte sans obtenir de réponse, finit par forcer l'entrée. Il découvre la fenêtre grande ouverte et croit d'abord que Richer s'est enfui. Mais à sa grande surprise, celui-ci émerge calmement de la salle de bain. Chapman lui annonce qu'ils ont obtenu des informations sur le véhicule utilisé lors de la tentative d'enlèvement de Richard Beck et qu'ils ont besoin de l'expertise de Richer pour approfondir l'enquête. Sans perdre une seconde, Richer contacte Suzanne pour la prévenir. Il insiste pour qu'elle se rende au plus vite sur les lieux où se trouve le camion afin de faire disparaître la voiture de Richard. Si Beck découvre ce véhicule, tout pourrait être compromis. Selon la version officielle, avant de tenter d'enlever Richard, les kidnappeurs auraient provoqué une explosion dans la voiture de Beck, tuant le chauffeur sur le coup. Il devrait donc y avoir du sang et des traces de cervelle partout dans l'habitacle. Si Beck et ses hommes mettent la main sur cette voiture, les soupçons se porteront immédiatement sur Richer et le plan tout entier s'effondrera. Suzanne se précipite vers le lieu indiqué pour évacuer la voiture avant l'arrivée de Jack et Angel Doll. Durant le trajet, Angel Doll ne cesse de bavasser, mais parmi ce flot de paroles, Jack parvient à extraire une information cruciale. Zachary Beck n'est pas le vrai patron. Quelqu'un d'autre tire les ficelles dans l'ombre. Alors que Duffy s'efforce désespérément de déplacer la voiture, Richer et Angel Doll arrivent sur les lieux. À l'intérieur, l'informateur tente de soudoyer le policier à l'accueil pour accéder au camion et prendre des photos. Face au refus catégorique de l'agent, l'informateur commence à dégainer son arme. D'un geste éclair, Richer lui assène un violent coup de poing au visage, le mettant KO. Il pénètre ensuite dans la cour pour enquêter. L'informateur commence à photographier le camion quand soudain, son regard est attiré par une voiture qui ressemble trait pour trait à celle de Richard. Il signale à Richer que ce véhicule est identique à celui impliqué dans la tentative d'enlèvement. Jack, sachant que Duffy a changé les plaques d'immatriculation, prétend qu'il s'agit d'un véhicule différent. Ce n'est pas la voiture que conduisait le chauffeur de Beck, affirme-t-il. Il y a des milliers de voitures similaires dans cette ville. C'est probablement celle de quelqu'un d'autre. Leur mission accomplie, Angel Doll raccompagne Richer chez Beck. De retour dans sa chambre, il trouve la femme de ménage, Annette, qui en sort. Richer trouve cela suspect. Sa chambre n'a même pas besoin d'être nettoyée. Alors qu'il tente de se reposer, Akari frappe à sa porte pour l'informer qu'il y a du travail à faire. Avant de partir, Akari rend visite à son fils, lui promettant que l'incident du kidnapping ne se reproduira jamais. Plus tard, au gymnase, Richer rencontre Polly. Ce dernier lui demande combien il soulève au développé couché. Richer répond qu'il n'est pas un grand adepte de la musculation. Pour lui, cela ne prouve pas vraiment la force d'un homme. Il propose alors à Polly un petit jeu qui démontrerait véritablement qui est le plus fort. Polly tente de provoquer Jack pour l'entraîner dans un combat, mais notre héros, rusé comme toujours, manipule la situation pour que Polly se blesse lui-même. Alors qu'un affrontement semble imminent, Chapman arrive juste à temps pour les séparer. Duke assigne alors à Jack une mission, livrer un camion de Bizarre Bazar à un endroit précis à New London, Connecticut. Le camion sera suivi par GPS, interdisant tout détour à Jack. Consigne stricte, il n'est pas autorisé à vérifier le contenu du chargement. Jack contacte immédiatement Duffy et lui explique que tout ceci est un test de confiance. Néanmoins, ils doivent absolument découvrir ce qu'ils transportent. Il
lui demande de rassembler son équipe et de le retrouver à une station-service où ils pourront examiner la marchandise, tout en faisant croire que Jacques s'arrête simplement pour prendre un café. Peu après, ils se retrouvent tous au point de rendez-vous et mettent leur plan à exécution. Ils amènent même un chien spécialement dressé pour détecter les substances illicites. Après une inspection minutieuse, ils font une découverte surprenante. Le camion est vide. Cela confirme qu'il s'agissait bien d'un test de loyauté. Quelque temps plus tard, Richer arrive au point de livraison, dépose le camion et en prend un autre pour retourner à l'entrepôt. De retour, il tombe sur l'informateur qu'il avait assommé précédemment. S'ensuit une longue conversation où l'homme révèle à Richer qu'il le soupçonne de jouer un double jeu et de ne pas être celui qu'il prétend. Alors que l'informateur s'apprête à tout révéler à Duke, Richer agit avec une rapidité fulgurante. Il lui fracasse la tête contre une table, le tuant sur le coup. Avec un sang-froid glaçant, il dissimule le corps sous la table. Richer retrouve ensuite Duke à l'extérieur de l'entrepôt et lui lance simplement « Angèle parle trop ». Fin de l'épisode 2. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun prochain épisode. Merci d'avoir regardé et à bientôt.